ouvrons ce soir un cycle de conférences sur la métropole, ou plus exactement sur ce phénomène complexe qu'est la métropolisation. Tendance lourde en Europe et dans le monde, et donc en Alsace aussi, qui est en train de modifier le contexte dans lequel nous réfléchissons et mettons en œuvre nos politiques publiques. Je ne veux pas parler du passage de la CUS en Eurométropole au sens institutionnel de ce que la loi MAPTAM a institué comme métropole et chez nous Eurométropole. Je veux parler de la posture qui consiste à prendre en compte ce phénomène majeur qu'est la métropolisation. Ce qui me semble essentiel dans le positionnement politique de l'Eurométropole, ce dont je veux parler transgresse en quelque sorte les périmètres institutionnels. Donc, je ne veux pas parler de métropole, mais de métropolisation. Le monde a changé. Il s'agit d'en prendre la mesure sous peine d'agir en aveugle ou à côté de la réalité. En effet, il y a quelque chose à comprendre en ce qui concerne la métropolisation. Quelle est la nature des changements en cours et quels en sont les impacts? Nous soupçonnons des évolutions telles qu'il nous faut changer de système de pensée. Nous avons organisé pour réfléchir ensemble sur ce sujet 2 cycles de rencontres, de faits imbriqués, et une journée de séminaire, un cycle de 3 rencontres sur les mobilités, suivi d'un cycle de 3 rencontres sur les modes de vie, une journée sur l'attractivité, ouverte aux professionnels et aux praticiens le 11 juin. Nous démarrons cette réflexion avec le cycle de la mobilité au cœur du renouvellement de nos territoires, avec l'aide d'un des penseurs de notre temps, Olivier Mongin. Ce que signifie dans un fonctionnement métropolitain de quoi penser les politiques de mobilité, les infrastructures, les outils, les transformations, par exemple, un contournement, je dis ça au hasard pour notre territoire, le stationnement, le train, le tram, le fleuve, le fret, les corridors européens, la marche à pied, le vélo, la voiture, que signifie tout cela dans la ville? À partir de nos communes, de nos départements, de nos communautés de communes, de nos sociétés d'économie mixte, mais aussi de la SNCF, du port autonome, de l'Eurométropole, de la région et bientôt de la grande région, fragmentés dans leur culture, leur périmètre et leurs compétences. Olivier Mongin est éditeur et essayiste, directeur de la publication de la revue Esprit, co-animateur de la revue Tous Urbains. Il pense, écrit, publie, il est l'auteur de livres dont vont avoir les changements structurels, avec par exemple Vers la troisième ville, la condition urbaine, La ville à l'heure de la mondialisation, La ville des flux, L'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine. Au-delà de ces titres et de sa renommée, je voudrais souligner 2 aspects de sa pratique. La première est le goût de transmettre, mais aussi de publier, de réfléchir collectivement. Derrière l'aventure Esprit ou celle de Tous Urbains, ce sont des personnes qui s'appliquent ensemble à nourrir la société du recul que donne la pensée, et je cite, par approche successive, dans un humble tâtonnement, même s'il s'avère brillant. C'est un engagement autant qu'un métier. Le deuxième est une position politique qui met en perspective cet engagement. Je cite encore cette phrase, issue également de l'avertissement en introduction de la revue Esprit. Une imagination transformatrice doit répondre à la peur de l'impuissance collective et redonner prise sur les événements. La démocratie n'est pas un jeu d'apparence, elle est un avenir. Le seul où donner de la voix n'est pas une soupape dérisoire de l'impuissance. Olivier Mongin se nourrit des sciences sociales, économiques, politiques, de philosophie, d'aménagement pour construire une vision du monde à hauteur d'homme et de points de vue distincts. Il se nourrit d'échanges, de confrontations, de voyages dans les différents continents. Nous lui avons demandé de bien vouloir nous éclairer à partir de la richesse de ce regard. Quel rapport entre les phénomènes comme la mondialisation et ce qui se passe dans nos villes et dans nos villages? Quelle est la nature de cette transformation de l'espace et du fonctionnement de nos sociétés, qu'on appelle la métropolisation? Quelle position ou spécificité, si toutefois il y en avait, de nos villes européennes? Quel rôle des flux? Qu'est devenue la question de la mobilité? Quel cadre pour la pensée? Je vous propose une réflexion large sur l'urbanisation contemporaine qui a pour but d'essayer de comprendre pourquoi le thème de la métropole et la thématique de la métropolisation sont devenus centrales un peu partout dans le monde. Mais j'aborderai la chose en 3 temps, près des préalables. Je vais essayer de dégager les caractéristiques de ce qu'on peut appeler la mondialisation urbaine. J'ai fait 2 livres là-dessus. C'est discutable, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de mondialisation urbaine, qu'il y a une urbanisation française qui est formidable et qui se porte bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc on va essayer de dégager les caractéristiques de cette mondialisation afin de dégager des scénarios et éviter de croire que soit, comme le disent certains, on va vers un chaos généralisé,
soit vers une homogénéisation généralisée. Donc l'idée, c'est d'éviter le scénario du chaos, le scénario de l'homogénéisation, qui sont souvent mis en avant, que ce soit pour les autres approches de la mondialisation, que ce soit la culture, que ce soit la politique et tout ce que vous voulez. Et dans un troisième temps, ça permettra d'arriver à la métropole et de comprendre peut-être comment la métropole est un scénario qui a beaucoup de sens par rapport à d'autres scénarios possibles. Mais le scénario de la métropole n'est pas le scénario qui aura gagné d'avance et pour l'instant il reste extrêmement incertain, comme j'aurai l'occasion de le dire. Autre remarque avant les trois préalables, je vais parler de tendances globales, de tendances lourdes. Ça ne veut pas dire que ce sont des tendances déterminantes et déterministes. Ça veut dire que justement, quelque part, il faut essayer de les renverser. Hein, c'est des tendances en partie négatives qu'il faut essayer de renverser. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des tendances lourdes qu'il n'y a que des applications équivalentes. Non, il n'y a, je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a que des cas particuliers. Quoi qu'il en soit de ce qu'on aura dit de la métropole à la fin de la soirée, il n'y a pas de métropole strasbourgeoise qui soit pensable comme une métropole à Lyon, à Marseille, comme à Sao Paulo, comme à Shanghai ou ailleurs. Il n'y a que des cas particuliers. Reste que la réflexion que je propose, qui n'est pas originale, est partie des tendances lourdes, globalisant, pour revenir au local qui peut prendre une forme métropolitaine. Mais pas faire comme on fait trop souvent en France, avec la conception assez étatique, hiérarchique, pyramidale, partir du local pour remonter à toute notre millefeuille, que je passe par en revue, à ce qui serait l'Europe, et puis quelque part quelque chose qui s'appelle le monde, qui serait un niveau. Non, il n'y a pas un niveau du monde, ça n'existe pas. Il y a une globalisation qui est organisée autour de flux, qui est à l'origine, qui sous-tend un processus de mondialisation qui est à plusieurs vitesses et qui est porté par plusieurs vecteurs que je vais exposer. Donc trois préalables, si vous me le permettez, après avoir rappelé encore une chose, c'est que la question du langage, je vais peut-être la compliquer plus qu'autre chose, et j'en suis désolé, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a soit un discours gestionnaire, j'enseigne en école d'architecture à l'école du paysage de Versailles, soit des discours qui partent très souvent, qui flottent un peu, soit un discours un peu technique, et qu'on a beaucoup de mal à s'accorder sur un discours sur la ville, et donc encore moins sur un discours sur la métropole. Mais peut-être que la question de la métropole est aussi la question de l'invention d'un nouveau langage, hein, qui ne soit pas le langage, je dirais, qu'on a eu autour de la ville et de l'État social à la française, la ville solidarité. On a peut-être à réinventer une forme de solidarité autour de la métropole, dans un cadre qui est celui de la mondialisation. On est donc dans un contexte qui n'est peut-être plus le même, mais où on verrait que la question de la solidarité doit rester la question centrale, dès lors que nous respectons nos valeurs, nos traditions et le sens de notre politique. Car quand on parle quand même de ville, il est beaucoup question quand même si on l'oublie, de ce que devrait être la démocratie. Ça a été dit par M. Herman. Je dis ça en rappelant que l'homme qui a inventé le mot urbanisme, Cerda, en 1867 à Barcelone, urbanisation, on a un peu forcé le mot, parce que d'une certaine manière, Haussmann pratiquait déjà un certain urbanisme à la Cerda, commence son livre par un glossaire. C'est-à-dire s'accorder sur les mots, c'est quand même assez important. Hein, je rappelle ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un très gros déficit de langage sur toutes ces thématiques. Ce qui fait, c'est pas une critique des techniciens, des gestionnaires. Les philosophes peuvent aussi des techniciens et des gestionnaires dans le langage. Il y a vraiment à s'interroger sur le langage qui serait celui de la métropole, sachant qu'on retrouve toujours le problème urbain, qui est le problème démocratique à l'origine de la police grecque, de la ville. La police, c'est essayer de vivre ensemble dans un espace commun en ayant des désaccords. Hein, c'est pas soit être dans le consensus, soit dans le dissensus, c'est pouvoir être dans les deux. C'est-à-dire avoir des règles communes pour être en désaccord. C'est ça la démocratie. C'est ça qu'on essaie de faire avec les villes. La ville, c'est quoi? C'est un ensemble où on a des éléments hétérogènes. Mais il faut faire l'ensemble. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des éléments hétérogènes et la difficulté de faire ensemble. Et certainement que la question métropolitaine apparaît par là. Trois préalables que j'ai déjà un peu évoqués. Le mot flux va être beaucoup employé, il est discutable, il y a beaucoup de géographes qui le refusent. Je pars de l'idée qu'il y a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une multiplicité des flux qui sont économiques, financiers, qui sont liés au transport. Je vais peut-être l'occasion de le dire si on a le temps. Le transport maritime n'a rien à voir avec le transport aérien, qui n'a rien à voir avec le transport ferroviaire. C'est des vitesses très différentes, qui ont des implications très différentes.
Les flux, je vais commencer par ça, c'est la population, c'est les flux migratoires, il faut toujours porter les mouvements urbains. C'est l'information, les communications, nouvelles, et bien entendu tout ça est lié au NTIC, comme on dit, nouvelles techniques de l'information et de la communication. On ne discuterait pas de ce dont on va parler ce soir s'il n'y avait pas derrière une révolution technique, qui est la révolution post-industrielle, que vous connaissez aussi bien que moi, que vous pratiquez sûrement plus que moi, qui est la révolution numérique et informatique, et numérique essentiellement, qui fait qu'on vit dans un monde qui est qualifié de virtuel, mot très compliqué, parce que du virtuel, il y en a toujours eu. Dès lors qu'il y a fiction, il y a virtuel. Donc quand on parle de virtuel, encore faut-il être extrêmement précis. Le virtuel d'aujourd'hui, il renvoie aussi à du solide, à du matériel. Il n'y a pas de virtuel sans des machines qui portent effectivement le virtuel. Je crois que plusieurs personnes qui sont passées ici ont pu le dire. J'insiste donc sur l'idée qu'il y a des flux matériels et immatériels, mais que les flux matériels, qui sont ceux qui nous marquent le plus aujourd'hui, liés au numérique, fonctionne à partir de notions connexion, vous le savez, connectivité, et donc accès. Si vous n'accédez pas à la connexion, vous êtes hors jeu. Ça, vous le retrouvez partout, dans un monde qui est un monde liquide, c'est pas pour rien qu'on parle d'internautes et de pirates. Hein, c'est très intéressant de voir qu'on est dans un monde très maritime. Il y a un grand anthropologue qui travaille beaucoup sur la mondialisation qui s'appelle Bauman, et qui travaille sur le monde liquide. Le liquide, c'est la liquidité financière, c'est la liquidité maritime, c'est la liquidité de l'Internet. Hein, ce monde, alors simplement, on n'est pas dans un monde liquide qui aurait perdu ses territoires. Ce monde-là, il recrée du territoire. Donc multiplicité des flux. J'insiste sur le fait que ce qui se passe dans les flux matériels et ce qui se passe dans le monde matériel. Ça se voit beaucoup moins chez nous, parce que nos villes sont portées par la durée historique, magnifique ville comme ici, et par ce que la société industrielle a produit, avec des centres, des périphéries, des gares, etc., des monuments particuliers. Quand vous allez effectivement dans les pays émergents, réémergents, vous voyez toujours que ce qui est central, c'est de prédire des connexions. C'est autour des connexions, soit des ports, des aéroports, etc., des universités, des monuments, des espaces publics. La connexion, c'est pas que le transport, c'est autour des connexions que se réorganisent effectivement les territoires. Donc, prévalence des flux de tous ordres, ça ne veut pas dire disparition des territoires, ça veut dire reconfiguration des territoires. Le discours sur la cité virtuelle et la déterritorialisation est très sympathique. On est dans la déterritorialisation avec nos machines, reste que nous sommes dans un monde qui reconfigure du territoire. On ne fait pas le même peut-être ici qu'en Chine ou ailleurs, mais la question de la connectivité, de la connexion est tout à fait centrale. J'insiste sur ce point. Donc une reconfiguration territoriale qui se démarre bien sûr de la ville traditionnelle telle qu'on l'a connue, et ce qui fait qu'ici même, on voit les rénovations urbaines, et ça passe par des campus aussi bien sûr, je peux admirer celui-ci. La ville traditionnelle, si on revient aux villes-ports de la Renaissance, on a affaire à des réseaux de villes comme Venise, comme les villes hanséatiques, un peu au-dessus. Ce sont des réseaux de villes qui organisent le réseau, elles tiennent le réseau, les armateurs tiennent le réseau. N'oubliez pas aussi que les villes sont créées par des universitaires et des commerçants. Universitaires, j'y reviendrai. Aujourd'hui, on est dans des villes en réseau. Dire que les flux sont plus forts que les lieux, ça veut dire deux choses. Donc, les flux réorganisent les territoires, sont plus forts, mais les flux ne font pas disparaître les territoires, comme toute une littérature le laisse croire. On est dans un monde de déterritorialisation, reterritorialisation, qui est très compliqué. Dernière remarque sur ce point, ou avant-dernière, on est bien entendu avec ce monde des flux qui va nous amener à la métropole, on est dans un monde qui prend vraiment à rebours une vision territoriale marquée par l'État central, et n'oubliez pas qu'ici on est dans un pays, Strasbourg est, on vient de le dire, regarde peut-être plus vers ailleurs, une ville frontière, on est dans un pays qui a été très marqué par l'État, hein, très marqué par l'État, par la centralité, par le pyramidal, la hiérarchie, et donc les réformes dont parlait M. Herman, toutes ces difficultés, sont aussi marquées par un État qui se retire tout en voulant garder un peu de contrôle. C'est mon langage à moi, si vous me le permettez. Donc on a un problème aussi du rapport de la ville à l'État qui est très intéressant pour nous, parce que le problème de, est-ce qu'il s'agit dans des ensembles territoriaux infra-étatiques comme une métropole, de reconstituer un État, et donc de faire un État tout en critiquant l'État central, national, hein. C'est une question sur laquelle je reviendrai peut-être. Deuxième série de remarques en préalable. Je veux dire que la difficulté de
la réflexion, mais la métropole est intéressante parce qu'elle permet de greffer plus que la vision classique sur la ville traditionnelle. On est obligé de prendre, parce qu'on a toujours du mal à saisir les étudiants, c'est à la fois 3 points. Un projet urbain, un imaginaire, une gouvernementalité. Le projet urbain, c'est les urbanistes, en gros. Hein. Travaillant avec des architectes ou non. Je voudrais signaler que ce projet urbain, on peut le qualifier, on peut le discuter, il est plus ou moins technique, je ne le discute pas. Je voudrais signaler, on va avancer vers la mondialisation, qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, il y a une partie de la carte mondiale qui est sans projet urbain. On peut avoir de l'urbanisation sans projet urbain. Donc il faut commencer à bien saisir ça, c'est-à-dire ce que je vais essayer de vous décaler d'une vision purement hexagonale et voir un peu les difficultés. Vous pouvez avoir aussi des blocages urbains complets qui obligent les urbanistes, architectes à repenser totalement des ensembles. Je ferai qu'un exemple, celui de l'aéroport international de Guarulhos, qui est l'aéroport de Sao Paulo, 25 millions d'habitants, gros aéroport, 35 km du centre de la ville. C'est un aéroport irréformable sur le plan architectural. Hein, peut-être discutable. Quelle est la décision prise par l'État fédéré de Sao Paulo? C'est de déplacer totalement l'aéroport. Et de manière très intéressante, il le déplace dans une ville qui est à 100 km au-dessus, qui s'appelle Campinas, et une ville, j'ai déjà parlé d'université, on est dans une université, je reviendrai, une ville qui est organisée autour de 2 grandes universités, et d'un aéroport qui aujourd'hui est organisé lui-même autour d'une compagnie low cost en émergence. Vous voyez là très bien un type de dynamique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir un blocage urbanistique total, je peux en citer 10, hein, des choses qu'on ne connaît pas trop. Encore faudrait-il savoir. On a des blocages, je pense, urbanistiques ou architecturaux, peut-être qu'on ne veut pas les voir. Là, il y a cette capacité qui renvoie à un défaut, je dirais, mais de quasiment déplacement. Hein. J'insiste pas plus, donc projet urbain. Deuxième point, j'insiste là-dessus beaucoup, imaginaire. On l'oublie souvent. J'avais eu l'occasion de faire un topo pour le 50e anniversaire des ingénieurs de la ville de Paris. Quand je parle d'imaginaire, je cite toujours Claude Lévi-Strauss, parce que c'est une caution. Et eux me disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'imaginaire pour réfléchir sur Paris. Alors peut-être que l'imaginaire parisien est suffisant à lui tout seul, mais il est évident qu'on ne peut pas réfléchir sur un projet urbain sans prendre en compte, au-delà de l'imaginaire, sur ce que j'appellerais une histoire, une mémoire, des récits, ce que Lévi-Strauss appelait un palimpseste. Il y a un palimpseste de Strasbourg qui est évident, c'est-à-dire une histoire. Mais il est impossible de ne pas porter cette question de l'imaginaire. La question d'aujourd'hui, de même que j'ai dit il pouvait manquer du projet urbain, c'est que la question qu'on voit de plus en plus, on le voit dans toutes les mairies, ça peut arriver dans les métropoles, c'est aujourd'hui qui décide de l'imaginaire. Alors peut-on décider d'un imaginaire? Il y a effectivement aujourd'hui pour les villes des politiques de communication énormes, qui sont tout à fait compréhensibles, mais qui fait que de plus en plus, l'imaginaire est un imaginaire. On le voit pour Barcelone, Paris, l'imaginaire s'adresse aux touristes et non plus aux Parisiens, qui ont un peu disparu, vous me direz. Mais on a un problème d'un imaginaire qui est un imaginaire de communication qui prend de plus en plus le dessus sur l'imaginaire des habitants. Et qu'est-ce que ça veut dire aller chercher l'imaginaire des habitants? Qu'est-ce que ça voudra dire dans une métropole qui est nécessairement mobile, qui est nécessairement multidimensionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire qui doit effectivement s'adresser à l'extérieur, parce que la métropole est ouverte sur l'extérieur, tout en prenant en compte les habitants? Est-ce que c'est un pari impossible? Mais ce débat, il est très important parce qu'il porte le devenir de villes en Amérique latine, comme Sao Paulo, comme Rio et de grosses villes chinoises. De plus en plus, la communication fait l'imaginaire. Et je ne fais que souligner le débat. Je pense qu'il n'y a pas de ville habitée qui ne soit pas portée par un récit des habitants. Peut-être allons-nous vers des villes sans habitants. Dernier point, vous l'avez entendu, c'est la gouvernementalité. Vous avez commencé par ça. Il n'y a pas de ville sans gouvernement, sans politique. J'insiste sur simplement le fait qu'aujourd'hui, on voit très bien se dessiner entre la vision classique de l'État, et pas uniquement à la française, et ce que peut devenir une ville et une métropole, des configurations politiques qui sont autres. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des villes qui sont des villes-États. On connaît bien le cas de Medellín, on ne comprend rien au cas de Medellín, une ville qui s'est restructurée extrêmement vite, avec de l'argent venu d'où il est venu, je ne rentre pas là-dedans. La ville de Medellín est une ville qui effectivement fonctionne dans un pays à état faible comme la Colombie, à état en difficulté, en guerre, est une ville qui fonctionne comme un état tout seul. C'est une ville totalement autonome.
Donc c'est une ville qui a un développement extrêmement rapide. Strasbourg n'est pas une ville qui aura une autonomie totale, j'imagine, dans le contexte français. Voilà, mais on a de plus en plus de villes à autonomie très très forte. Et donc des villes-États, quelque part, j'évoquerai tout à l'heure le cas de Dubaï ou de villes comme ça. Vous avez le retour de ce qu'on appelait classiquement la cité-État. Des petites îles qui sont au fond des cités-États, comme on en parlait, dans une époque fort ancienne, alors qu'on inventait la police et la démocratie. Cette question de la cité-État est importante. Je termine ce point simplement en rappelant, en faisant un constat. Derrière ces débats sur la gouvernementalité, on a un débat sur le devenir démocratique de l'urbanisation mondiale. Je prendrai 2 exemples. La Chine est un pays d'urbanisation extrêmement rapide. On peut la discuter au point de la construction. Il y a des architectes dans la salle, ils sont là pour ça. Vous avez des villes comme Chongqing à l'extérieur, 35 millions d'habitants en moins de 10 ans. Je peux vous dire que c'est assez difficile en termes de développement durable. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de comprendre que vous avez une urbanisation qui est plutôt assez forte. Tous ceux qui sont allés à Shanghai ont vu ce que c'est qu'une connexion aéroport rapide, etc. Quand on a toujours CDG avec le RER, Charles de Gaulle, il y a une fascination pour cette connectivité très très forte, en tout cas sur le terrain des transports en Chine. Reste que n'oublions pas que vous avez une urbanisation, je dis en aucun cas qu'elle est réussie, elle est rapide, elle est dynamique, il y a de l'argent, il y a l'État qui est derrière, mais c'est une urbanisation qui n'est en rien démocratique. Je rappelle qu'en Chine, vous avez un permis de résidence urbaine qui s'appelle le Hukou, c'est-à-dire, c'est souvent, en Chine, 1 milliard d'habitants, mais pas en France. Vous avez quand même un contrôle des migrants de l'intérieur, donc des Chinois. Imaginez qu'en France, il y ait un contrôle des migrants internes, que moi, habitant de Reims, je viens de vivre à Strasbourg, il fallait que je présente ma carte de résidence. Très important quand même de rappeler ces choses-là, pour rappeler que les questions politiques restent très fortes. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, ça veut dire que c'est très important, car si vous avez la carte de résident, vous avez accédé à ce que nous appellerions l'état social, c'est-à-dire l'accès à l'école, l'accès aux soins. Mais derrière, vous voyez, ce qu'est la résidence urbaine, même en Chine, vous avez des questions. Au Brésil, que j'ai déjà évoqué, vous avez un pays qui est démocratique, sorti d'une dictature militaire lourde, où l'armée est souvent dans la police, mais d'où une certaine violence, aussi la violence policière, mais un pays où l'urbanisation est complètement défaillante. Vous connaissez le nombre de lignes de métro sur Rio et Sao Paulo. Les gens qui travaillent près de Garulhos, 35 km en centre-ville, ont demandé, c'était la raison des grèves, des mouvements sociaux d'il y a 1 an et demi, ont demandé à pouvoir dormir dans leur usine pour éviter les 7 heures d'aller-retour de leur résidence au travail tous les jours, 70 km aller-retour. Vous voyez bien que là, il y a un pays démocratique, difficile, mais un pays où tout ce qui relève de la connectivité, de l'urbanisation est très difficile. Voilà. Dernier préalable, mais je serai rapide sur la suite, je voudrais rappeler quand même que c'était déjà évoqué, nous sommes un pays, beaucoup de sociologues qui sont intervenus là-dessus, beaucoup de travaux, qui a tendance à toujours prendre en compte le territoire, place, comme on dit en américain, place, le territoire, plutôt que people, c'est-à-dire les gens. C'est pour ça que j'ai commencé avec Germaine Tillon. Le problème, c'est pas le territoire ou les gens ou le territoire, le problème c'est les deux. Mais reste que, M. Herman pourra me corriger dans la discussion, reste que je pense que dans nos discussions à la française actuelle, sur la réorganisation territoriale, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit réorganisation territoriale, les territoires restent toujours l'affaire centrale. D'où le débat qu'on a évoqué déjà dans une réunion, c'est où commence la métropole, où ça se termine, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métropole à territoire mouvant? Ça, c'est un autre débat pour les politiques, mais il faudra bien y répondre. Reste que justement, les habitants des métropoles, qu'est-ce qui les caractérise? C'est leur mobilité. Alors que peut-être que l'élite politique est moins mobile, en tout cas dans la tête, mais ça, c'est une vraie question. On a aussi les cultures politiques qu'on a. Voilà. Je commence maintenant par la mondialisation urbaine. Je vais essayer d'en proposer quelques caractéristiques. Vous verrez qu'elle renvoie toutes à la mobilité. Ce n'est pas un hasard. J'évoquerai les scénarios pour finir sur la métropole. Je vais donc passer ça un peu en défilé. Alors pourquoi d'abord parler de mondialisation urbaine? Michel Dussault est venu ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, fait partie des gens, il y a un certain nombre, qui disent la mondialisation contemporaine, il faut arrêter de la prendre en compte uniquement à travers le prisme économique, même si il y a une question économique centrale, on est tous à la recherche de la croissance de l'emploi, est-ce que ça devrait faire un peu débat, quel type de croissance, mais
Pour lui et pour beaucoup de gens, la mondialisation, c'est d'abord l'urbanisation. C'est pour ça que je vais évoquer cette urbanisation extrêmement rapide en moins d'un siècle, qui est, disent certains anthropologues, une quasi-révolution anthropologique, qui touche les conditions de l'habiter, quelque chose qu'on sent peut-être moins à Strasbourg, bien sûr, que dans des villes que j'ai déjà pu citer, de l'autre côté de l'Atlantique ou ailleurs, mais on a une révolution anthropologique majeure, et dans le cas chinois, qu'il ne faut pas caricaturer, il est évident que ces immenses déplacements de population dans des cités nouvelles et souvent massives posent des questions énormes en termes de rapidité d'inscription dans un territoire. Je connais mal Strasbourg, j'imagine que la population venue des campagnes après-guerre ailleurs a pris un certain temps avant de s'inscrire dans le territoire assez particulier de cette ville, je veux dire, qu'à son histoire. Hein. Là, prendre le temps est quelque chose qui est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus rapide, je vais y insister. Mais vous voyez que parler de mondialisation urbaine a aussi l'avantage, même si je vais nuancer, de ne pas tout de suite être sur l'économique. Le seul discours qu'on a aux dirigeants ne parle que de la mondialisation économique. Bien sûr, il faut de la croissance, bien sûr, il faut de l'emploi. On n'est pas non plus sur le problème politique automatiquement, on l'est peu d'ailleurs nous, c'est-à-dire la mondialisation, c'est la transformation du rôle de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, il devient de plus en plus sécuritaire, mais de moins en moins social et régulateur économique. La mondialisation, c'est un phénomène culturel, identitaire extrêmement important. Et il y a une chose qu'on saisit peu en France, c'est l'importance de la dimension religieuse. On a un pays où on pense que la religion a disparu ou doit disparaître. Tous ceux qui travaillent sur je dirais, urbanisations difficiles voient très bien que les réponses, je veux dire, à ces demandes de survie passent, qu'on le veuille ou pas, par l'opium du peuple, comme disait l'autre, mais qui est la religion. Et j'en profite pour dire quand même que, moi c'est une chose qui me passionne dans le cas français, la religion principale partout, c'est la religion évangélique, qui monte à une vitesse grandiose. C'est la plus proche du capitalisme américain. Et la religion évangélique, vous l'avez dans toutes les stations RER, région parisienne. Je pense qu'il y a vous avez sûrement des espaces, vous êtes une ville plus compliquée sur le plan religieux, mais vous avez sûrement des espaces évangéliques. C'est extrêmement important. J'étais dans un jury de thèse d'architecture l'autre jour, où une étudiante avait travaillé sur les plans d'architecture qu'ont les églises évangéliques en région parisienne. On n'est pas discuté de savoir comment on va faire la mosquée. Eux, ils savent, c'est des capitalistes, c'est des gens très organisés sur le plan de l'entreprise. Ils savent déjà quel type d'architecture ils veulent pour leur église. C'est extrêmement... Les évangéliques, c'est donc extrêmement important et c'est une chose très peu analysée, en tout cas en France. Je parlais des RER en région parisienne. Vous avez d'ailleurs un signe formidable. Là, vous avez une usine désaffectée, donc moment industriel. Vous avez généralement un temple évangélique. Ils viennent généralement dans ces espaces. Je n'ai pas de discours qui soit clair méprisant là-dessus. Hein. Je dis que c'est très important de prendre en compte, surtout dans les espaces urbains délabrés, cette présence d'un religieux qui peut nous déplaire, mais qui est extrêmement important. Ceux qui voyagent en Amérique latine, Afrique, le savent. Les évangéliques sont très importants en Chine. Voilà, j'insiste pas là-dessus. La mondialisation, c'est bien sûr, j'ai déjà insisté, c'est essentiellement, avant de revenir à l'urbanisation et à l'économie, le lien à l'urbanisation-économie, c'est les nouvelles technologies. J'ai déjà dit, sans les nouvelles technologies, on ne serait même pas là ce soir pour discuter du devenir métropolitain. Sachons quand même que si tous les pays devenaient protectionnistes, la mondialisation ne disparaîtrait pas, même si vous avez un contrôle possible en Iran, en Russie, etc., des réseaux sociaux et d'Internet, dès lors que l'interconnexion technique est devenue une possibilité, non pas encore pour tout le monde, mais potentiellement une possibilité. Donc nous sommes de toute façon dans la globalisation, hein, de facto. J'insiste là-dessus. Sur l'économie, que j'ai évacué un peu vite au risque de choquer, juste un petit mot. Il y a quand même un lien entre la mondialisation urbaine et l'économie, c'est-à-dire que les inégalités qui aujourd'hui sont le ressort profond de la mondialisation économique, je vous renvoie au livre de Piketty dont on parle un peu partout, il insiste sur les inégalités patrimoniales, mais à l'échelle mondiale aujourd'hui, d'autres économistes soulignent que les inégalités principales sont les inégalités foncières et immobilières. Où que vous alliez dans le monde aujourd'hui, j'imagine que ça vaut à Strasbourg, la question est pour les gens qui ont des enfants de savoir où leurs enfants pourront accéder à un logement, hein, sur le plan financier.
Je rappelle que la crise de 2008 était liée à une crise liée à l'immobilier. Donc quand on parle de mondialisation aussi économique, urbaine, que j'essaie de délier de l'économique, elle est aussi au cœur des problèmes portés par l'économique. C'est très important à saisir. Je ne connais pas les chiffres de Strasbourg sur la possibilité d'accès au logement, je connais ceux de Paris, où les couches moyennes aujourd'hui ne peuvent plus accéder. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut bien rappeler. Les inégalités dont on parle tous azimuts, elles ont une signification centrale sur le plan qui nous intéresse. Donc là aussi, on est dans la mondialisation et nous sommes tous pris, je dirais, dans les mêmes difficultés. Les caractéristiques de la mondialisation urbaine que je viens d'essayer de spécifier, je ne ferai que les évoquer. Tout d'abord, les flux migratoires. Pas besoin d'insister sur l'actualité aujourd'hui. Les flux migratoires ne sont plus liés aujourd'hui simplement à une immigration économique que l'on a pu connaître durant la période industrielle, ici, Nancy, plus que d'ailleurs dans d'autres parties du... Les réfugiés climatiques et politiques aujourd'hui représentent plus que l'immigration économique stricte. On a après justement ces réfugiés, vous pouvez les trouver bien entendu, c'est ceux qui viennent ici clandestinement. J'étais au Soudan il n'y a pas très longtemps, un pays extrêmement répressif comme le Soudan qui a lui-même provoqué des migrations obligées des populations du Sud, en même temps contrôle les migrants qui fait venir vers les villes, c'est-à-dire c'est une urbanisation, bien entendu sans emploi ni rien, et hyper contrôlée, c'est-à-dire que les migrants qui ont été évacués de leur lieu d'origine arrivent autour de Khartoum dans des parcelles qui sont organisées pour les accueillir. Donc ça, nous avons une migration de réfugiés dans un pays comme le Soudan qui est totalement contrôlé. À la différence, un pays qui est en dessous, le Kenya, Nairobi, vous avez jusqu'à 7 millions de gens qui, c'est-à-dire 70% de la ville, sont en habitation illégale, en résidence illégale autour de la ville. Il faut quand même se représenter un peu ces choses-là. Les flux migratoires, pour les comprendre, vous avez un livre remarquable fait par un Canadien, Doug Saunders, qui s'appelle « Du village à la ville ». Nous assistons où il prend des exemples partout dans le monde. C'est au Seuil, c'est un livre très lisible, c'est du reportage universitaire de très haut niveau. Il prend des exemples partout, de la France au Brésil, en Chine, et il montre une logique que l'on trouve partout. Il rappelle simplement qu'on a affaire surtout à la dernière génération qui effectivement va migrer de la ville à la campagne. C'est plus le cas d'Amérique latine où la migration dans les villes est endogène, c'est-à-dire que le mouvement est endogène. C'est encore le cas en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais nous assistons au dernier mouvement, montée village-ville. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un accueil urbain au sens où on l'a connu en Europe, ce qui fait d'ailleurs qu'on parle, dans le cas de ces organisations urbaines, de villagisation. Villagisation, c'est-à-dire on est dans des espaces qui sont ni urbains ni ruraux, c'est des espèces d'occupation de territoires organisés comme à Khartoum, inorganisés comme à Nairobi, mais qui sont totalement incertains en termes d'organisation de territoire. Deuxième remarque, les dynamiques, il y a ces flux migratoires, il y a des dynamiques intégratives qui sont plus ou moins, bien entendu, réussies. Je voudrais juste, pour bien éclairer, montrer 3 exemples différents. J'ai déjà pas mal évoqué de l'informel et de l'illégal. À l'échelle du monde aujourd'hui, la mondialisation urbaine, c'est 70% de gens qui vivent dans de l'informel ou de l'illégal. Il faut quand même, avant de dire que là, il y a une urbanisation qui peut être un avenir pour nous, il faut faire un peu attention. Voilà. Il y a de la casse, il y a beaucoup de casse. Mais je voudrais quand même bien prendre 3 exemples. J'ai déjà pris des exemples faciles. Rio, là vous avez des favelas, c'est bien connu, c'est des lieux où il y a du mouvement, on en sort et on y rentre, il ne faut pas non plus voir ça comme des parcs complètement... Je rappelle qu'à Rio, vous avez 1250 favelas, et pas 3 ou 4 comme on croit souvent, et qu'il y a encore 20 ans, ces favelas n'existaient pas sur les cartes pour monsieur le maire de la ville. Ils n'existaient pas en tant que tel. C'est les associations qui ont fait le boulot, etc. Donc là, vous pouvez avoir la juxtaposition d'une favela et d'une résidence au-dessus de la favela.
Donc c'est la visibilité absolue. Vous avez une résidence avec piscine, balcon, vous êtes au-dessus de la favela. Deuxième exemple que je prends, l'exemple français. Parce que j'en sais rien là, mais je posais la question aux amis de l'agence. Nous avons, le problème c'est qu'est-ce qui est visible et pas visible. Je ne dis pas qu'il y a de l'informel, de l'illégal, bien entendu, au sens où j'en ai parlé. Le problème, on a un pays qui norme beaucoup. Hein. Le problème, qu'est-ce qu'on voit ou ne voit pas, surtout une période de crise, où il n'y a pas que des alternatives, il y a des gens qui vivent, non pas, c'est même pas la marge, on ne sait pas comment ils vivent. Qu'est-ce qu'on voit, ne voit pas. Je pense qu'on est un pays qui ne voit que ce qu'il veut voir. Hein. Je fais que, c'est un peu pour la discussion, mais je pense qu'un des rôles de la métropole sera de rendre visible ce qu'on ne voit pas, hein, justement. J'insiste sur cette question parce que c'est très important. Vous avez un écrivain qui a beaucoup de succès en ce moment, Philippe Vasset, qui travaille sur ce qu'il appelle les zones grises. Il prend des cartes, puis il regarde ce qui est en blanc sur la carte, puis il s'amuse à voir ce qu'il y a. Ben, les zones grises, c'est là où il n'y a rien. Il s'aperçoit qu'à Paris, par exemple, le grand débat immobilier foncier, tout le cirque, que vous connaissez bien, M. Herman, il s'aperçoit qu'il y a 70% de zones grises. Je ne sais pas quelles sont les zones grises sur Strasbourg. Je vous invite à inviter M. Vasset pour faire un petit parcours des zones grises. Vous regardez simplement en arrivant, je ne sais pas s'il met il met bien sûr le ferroviaire inutile dans les zones grises. Quand vous arrivez sur Strasbourg à la gare, on doit être à peu près 50 voies ou 55 voies, je n'ai plus le temps de les compter. Le TGV va trop vite, mais vous avez un espace quand même ferroviaire qui est extraordinaire par rapport... bon, ça c'est tout un débat, mais quand on dit toute la journée le foncier, où est-il, l'immobilier, comment y accéder, je ne veux pas caricaturer ce débat sur les zones grises à Strasbourg, il est à prendre en compte. Dernier exemple, on se déplace à Istanbul, vous avez là ce qu'on appelle un quartier tremplin, ce qui est important, parce que dans toute métropole, il y aura des quartiers tremplins, c'est des gens qui cherchent à s'intégrer, dans un espace urbain et qui se passent un temps donné par un quartier tremplin. C'est-à-dire un quartier où ils vont retrouver des gens qui les accueillent momentanément, qui vont leur permettre pendant 6 mois de ne pas avoir d'emploi et d'aller à l'emploi. Il y a un côté communautaire, pas communautaire, social, pas social, ONG, pas ONG. Mais vous avez ce qu'on appelle le quartier tremplin. C'est très important. C'est une rampe de lancement pour rentrer dans l'espace urbain. Et ces quartiers tremplins, nous, on les a un peu perdus avec les cités, vous le savez. Hein, les cités n'ont plus fait office de quartier tremplin. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la métropole, elle devra regarder ces quartiers tremplins et les favoriser. C'est très important parce que les flux migratoires, on les aura, à moins de décider qu'effectivement, on ferme tout. Hein, mais ça, je ne pense pas que soit le cas des gens ce soir. Voilà, je voulais juste évoquer que les dynamiques intégratives manifestent des parcours de mobilité, vous voyez, extrêmement différenciés, et que le quartier tremplin est quand même le modèle, dans le livre que j'ai évoqué, le modèle central. La ville de Shenzhen, derrière Hong Kong, est une ville chinoise, est une ville qui est faite uniquement à partir des quartiers tremplins. C'est-à-dire, ce qui est hier un quartier tremplin ne le sera plus demain, puisqu'il y aura un autre quartier tremplin. Et vous-même, vous aurez avancé vers la ville avec tous ses services et ses aménités. Troisième caractéristique, la rapidité de l'urbanisation, qui nous trouble un peu. Je rappelle, j'ai dit que j'aimais bien le citer, Claude Lévi-Strauss, il fonde en 1934 une école de hautes études à Sao Paulo. Il y a encore des vaches dans la rue. Il arrive de son Amazonie. Lui, il sait ce que c'est qu'un rythme urbain, un rythme social, hein, c'est un anthropologue. La ville fait 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait 25. Et il dit, ça ne peut pas tenir, ça va trop vite. Je vous laisse juste la réflexion. Ça va trop vite. Il y a plein de trucs qui vont trop vite. Dans mon livre, je donne des exemples de sociétés, de ghettos de riches en Inde qui s'enfoncent déjà dans ce qu'on peut appeler une magouille, un marécage. À la fois, ils n'ont pas fait, par exemple, d'infrastructure pour tout ce qui doit sortir, tout ce qui est déchets. Et ils n'arrêtent pas d'arroser là où il n'y a pas d'eau pour les golfs qui font partie effectivement de... Vous avez ce genre de contradictions qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Ça peut être caricatural, je le donne en exemple. Il ne s'agit pas de caricaturer des pays ou des villes. Chongqing, que j'ai déjà évoqué, 35 millions d'habitants, je ne suis pas allé, mais ville avec des centres de haut luxe, où Vuitton et tout le monde a déjà ses grands magasins, est une ville qui s'effondre par endroits. C'est-à-dire, là j'en reviens aux nos amis architectes, aux grandes règles de l'architecture. On ne construit pas partout, n'importe comment, etc. L'architecture, ça doit être solide pour durer. Alors pour moi, dire développement durable est une tautologie. Il n'y a pas de développement qui n'est pas durable. Aujourd'hui, il y a une... Quatrième remarque, l'urbanisation, je veux bien préciser une chose.
Vous allez me dire, mais de quoi vous me parlez? Vous nous parlez d'urbanisation généralisée depuis 10 minutes. Il peut y avoir des espaces non construits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas urbanisation de ces espaces. Aujourd'hui, dire urbanisation généralisée, ça veut dire que les effets négatifs des modes de vie urbains touchent tous les territoires. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a de la forêt, bien sûr, on a du désert. Généralement, c'est là qu'on fait la guerre aujourd'hui, il faut s'interroger. Mais on parle de déforestation, de désertification. Il faut bien comprendre ça. Vous avez eu un mouvement très européen. L'historien Jacques Le Goff, grand historien du Moyen-Âge, l'a très très bien évoqué. La ville s'est faite à côté de la campagne, contre la forêt et le désert. Le désert, c'était le lieu de la spiritualité. C'était pour les pères du désert. La forêt, c'était la sorcière de Michelet. C'est là où il se passait des choses pas bien. C'était sale. Et la femme était la représente, c'est en dit long, le grand livre, La sorcière, c'est à relire hein, pour comprendre ces choses-là. Et on a un mouvement, un retournement complet. Ce qu'on voit toujours à l'école du paysage où j'enseigne, c'est justement le problème du paysage contemporain, c'est pas de faire du beau paysage à côté de la ville, c'est de transformer le paysage partout où il a été urbanisé. Il n'y a pas un bon paysage réparateur, il n'y a pas un bel espace vert à mettre, comme si effectivement il y avait à reconquérir du vert. Non, c'est face à l'urbanisation, c'est reconquérir tous les types de territoires. Et ça, c'est une réflexion qui est... Vous voyez que là, mentalement, de même qu'il faut travailler global, local, en renversant un peu la vapeur, là aussi on a un retournement complet de la réflexion. C'est très difficile à comprendre dans un pays comme ici, où très souvent c'est le retour au local qui prime, retour à la campagne, retour au village, etc. Je ne rentre pas dans ces débats qui peuvent avoir du sens. Ils ont du sens que si on accepte, comme mon ami Lusso qui est venu ici, je crois, il y a quelques mois, de dire qu'il y a des néo-urbains qui sont des gens qui sortent de la ville et qui cherchent une ville je dirais heureuse, qui est une ville qui est dans leur tête et qu'ils ont les moyens de se payer, qui est une ville, effectivement, écolo, tout ce que vous voulez dire. Ça permet de dire que là, il faut bien voir qu'on a un triple mouvement. J'ai parlé du mouvement du village à la ville. Vous voyez qu'aussi en Europe, mais pas uniquement en Europe, parce que tous les États-Unis, à part la face Est, sont portés par ça. Vous avez un mouvement de sortie de la ville vers d'autres territoires. C'est le périurbain. Aux États-Unis, on ne parle pas en ces termes-là, puisque la mobilité aux États-Unis est extrêmement forte, la mobilité urbaine est extrêmement forte. On l'a vu au moment de la catastrophe dans le Sud. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains, très souvent en classe moyenne, sont des gens qui mettent moins d'argent dans leur maison que dans tout leur appareil, tout, je dirais, leur dispositif mobile, que ce soit la voiture, que ce soit... C'est très important de comprendre ça. Vous avez une mobilité américaine dans l'habité qui n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre, qui est pourtant en train de bouger. Donc la métropolisation chez eux est beaucoup plus forte de ce point de vue-là. Et on n'est pas en Amérique latine où il s'agit là de constituer très souvent des espaces. Dernier point que je voudrais évoquer, le cinquième, je reviendrai juste d'un mot sur la révolution technique, où je vais faire le lien. La révolution technique, je dis, c'est un univers de flux qui est maritime. Ça se traduit par une chose centrale, c'est qu'aujourd'hui, le maritime est central dans l'organisation du territoire. Si vous voulez maîtriser, effectivement, avoir une place dans la compétitivité, il faut maîtriser le littoral, il faut avoir des ports, il faut être présent dans le maritime. 95% du commerce mondial, du fret maritime, se fait par bateau. Ce n'est pas la vitesse la plus rapide qui est la plus efficace. Donc la question, elle est celle des ports, la question, elle est celle du maritime. Vous voyez, on est toujours univers des flux. On m'a dit que Strasbourg était une ville maritime. Non, mais ce que je veux bien comprendre, ouverte sur le nord. J'en profite pour dire, pour avoir participé à des travaux de certains, que pour moi, le grand échec du Grand Paris, c'est l'incapacité de créer la grande métropole maritime dont nous avions besoin autour du Havre, le Havre, Rouen, Caen. N'oubliez jamais que ceux qui partent vers le Brésil pour découvrir au XVIe siècle le Nouveau Monde, ils partent du port de Rouen, puisqu'à l'époque, il y a toujours le flux et le reflux, puisque la mer, le courant de la mer remonte jusqu'à Rouen. Je ne dirai pas quels sont les hommes politiques qui ont bloqué ce processus de métropolisation. J'insiste quand même sur ce problème du littoral. Tout le développement urbain, quand même, à 60% chinois et brésilien, est fait sur le littoral. L'idée d'avoir des présences sur les côtes.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un développement vers l'intérieur. Et j'insiste sur le fait que, je crois que c'est 65%, tout ça vérifié, de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. J'insiste là-dessus parce que la France, qui est un pays du centre, qui est un pays de l'État, qui est un pays de la terre, qui ne se porte pas si mal que ça quand même, est un pays de la terre et pas de la mer. Hein. Si vous voulez comprendre, vous relisez encore Michelet, pas uniquement La Sorcière. Il a fait un très beau livre sur la mer, où il oppose la ville de Rochefort, la ville de Richelieu, tout est dit, ce sont deux villes bunkers, à la ville de La Rochelle, ville maritime, d'où sont partis les protestants, qui effectivement sont des gens de la mer, pour découvrir le Nouveau Monde. Il y a eu une opposition complète, qui est d'ailleurs un peu liée aux guerres de religion. Ce problème, présence protestante, catholicisme, vous le connaissez dans votre ville, c'est des questions centrales. Il est évident que la question de l'État français est indissociable. Tocqueville et Edgar Quinet ont bien expliqué ça. Et pour la réflexion sur les territoires, il faut y revenir. Indissociable, l'État français est indissociable d'une réflexion sur ce qu'est la structuration de l'Église catholique. Le Nouveau Monde est un monde protestant. C'est pour ça qu'il y a des évangéliques. C'est pour ça que c'est mobile. Je ne fais pas l'apologie de l'une ou l'autre. Si on ne veut pas comprendre ces choses-là, on ne comprend rien au Nouveau Monde qui se met en place. Pas pour rien que les Américains ont gagné. Pour l'instant. Voilà donc 6 remarques. J'en viens maintenant à des remarques sur la mobilité. Pour bien faire comprendre ce qui est en jeu là, et que la mobilité est centrale. Vous avez bien vu que dans tout ce que j'évoquais sur les flux, les caractéristiques de la mondialisation, il y avait de la mobilité. Plus ou moins facile, hein, plus ou moins réussi. On ne s'intègre pas toujours. Je voudrais juste rappeler ce qu'était, et ici tous ceux qui sont dans l'urbanisme le savent, le fonctionnalisme à la française, qui est encore dans la tête de pas mal d'ingénieurs, lié à la société industrielle. On sépare des fonctions. Il y a le logement, il y a le transport, il y a le loisir, il y a le travail, qu'on a un peu oublié la plus souvent, maintenant en tout cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est que toutes les fonctions, il n'y a pas que la fonction transport qui est un vecteur de mobilité. Toutes les fonctions sont liées à la mobilité. Le travail, personne ne fait une carrière de A à Z dans une banque. Peut-être le débat sur la fonction publique, mais mieux il avancera. Non, mais je dis ça sans aucune mépris, je dis que c'est des vraies questions. Le problème du travail, je l'ai dit, c'est la flexibilité. Le problème du logement, on sait très bien, le logement c'est très important. L'architecte David Mangin dit qu'on ne comprend rien au problème de la construction si on ne comprend pas aujourd'hui que les maisons individuelles sont des usines, des machines à divorce. Personne ne tient en couple dans une maison individuelle quand les enfants sont partis. Lui dit c'est très intéressant pour nous, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut construire. À Paris, on n'a toujours pas compris qu'effectivement, il y a un nombre de femmes célibataires avec enfants extrêmement important. Les logements ne sont pas prévus pour. Les familles se sont recomposées, je peux vous en insister là-dessus. Le monde du démarrage. Les mœurs, pour le veuille ou non, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Les mœurs sont eux-mêmes mobiles. C'est tout. Paris, un divorce sur 2. Strasbourg doit être plus sage. Les mobilités résidentielles extrêmement importantes. Chiffre donné par l'INSEE 2005-2025, avant la crise de 2008. Région Bretagne, les deux régions Bretagne, je ne sais pas ce que ça devient maintenant dans l'organigramme, mais vous me corrigerez. Plus 25% d'augmentation de population migrante, bien sûr beaucoup de retraités, appel du littoral. Et interrogez-vous après sur l'imaginaire des régions. Normandie, les deux régions à l'époque, plus 1,5%. Vous voyez, bon, pour vous, et vous êtes une région, j'ai compris, très particulière, le centre de l'Europe. Non, voilà, mais mobilité résidentielle, mobilité dans le travail, etc., plus les transports, la question de la mobilité, mobilité dans les loisirs, plein d'études sur les communautés charismatiques, je parlais de religion tout à l'heure, qui peuvent, via Internet, faire des parcours de 400 km pour se retrouver entre communautés, etc. Bien entendu, j'insiste pas après sur les transports, qu'il a aussi, qu'il y a la mobilité par exemple, mais bien comprendre que la mobilité, elle est partout. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Les vitesses sont à prendre en compte, je l'ai déjà dit. Le conteneur, aujourd'hui, c'est devenu le truc le plus important au monde. Le slogan, c'est « flux tendu, stock zéro ». Quand vous le pratiquez, vous êtes le roi de la compétitivité. Flux tendu, stock zéro. Je rappelle que le droit, c'est très important pour ceux qui s'intéressent au droit social. Le droit maritime est un droit de la mer, qui n'est pas un droit du territoire, qui est un droit qui concerne les espaces sauvages. C'est très important et qui s'applique effectivement
à tous ces armateurs, etc. Vous avez un droit maritime qui est aujourd'hui en train de casser le droit social dans le monde maritime, et qui, je tiens à le dire, on n'est pas dans un monde, liquide pour rien, qui aujourd'hui, chez beaucoup de juristes époniquement américains, devient de plus en plus le modèle de ce que devrait être le droit du travail dans les organisations liées à la terre. Ces questions, vous voyez, terre, mer, tout ça, c'est ce qui paraît des questions très lointaines, sont des questions, et le droit international recompose beaucoup ces choses-là. La vitesse, je l'ai déjà un peu dit, mais j'insiste là-dessus. Je suis avec d'autres au forum des vies mobiles de la SNCF. J'ai appris effectivement, je n'avais pas du tout compris, par Azema, qui était le numéro 2 de la SNCF à l'époque, qu'un capitaliste n'est pas intéressé par le train. Un capitaliste ne fera jamais du train, il n'y a pas de train à part le fret aux États-Unis. Ceux qui connaissent l'Amérique latine, il y avait le train de l'époque coloniale, les lignes ont à peu près disparu partout. Vous avez du car, de l'avion et de la voiture. Si vous voulez faire de l'argent, vous investissez dans une compagnie low cost, c'est bien plus intéressant. Avec 2 avions, vous faites fortune rapidement. Il vous suffit d'un lopin de terre en Afrique et vous commencez. Ou peut-être vous arrangerez avec M. Herman en bas de Strasbourg. J'insiste quand même sur ces questions-là, sachant que j'étais quelques jours à Rome, vous avez dans des villes entières, je ne sais pas si c'est le cas ici, vous avez des aéroports totalement liés à la coste. Donc tout ça n'est pas de la blague. Donc le train, c'est une très grande question. Nous sommes un pays à train, et n'oubliez pas, la Chine est un pays à train, c'est les pays à état fort. Là où l'État n'est pas là, je ne critique pas le train, moi j'adore le train, mais avec les difficultés à venir du TGV, le fait qu'on soit en train de nous mettre... Bon, c'est des vraies questions qui vont jouer pour la métropole. Quels sont les choix qu'il va falloir faire en priorité? Train, la voiture, elle est là, toujours là, elle ne va pas disparaître, même si vous allez faire de l'électrique et tout, mais train, avion... bon, jusqu'où ça peut tenir et tout, ça c'est un autre débat. Avion et, bien entendu, j'insiste sur le rôle du car qui vient d'être libéralisé en grande partie. Sur l'avion, jusqu'où ça peut aller, là ça touche à un autre problème qui est le problème écologique. Monsieur Orfeuille, je crois, est venu ici, j'ai vu son nom tout à l'heure, grand spécialiste des mobilités. Lui dit toujours qu'il n'y aurait que des voitures électriques à Paris. De toute façon, l'augmentation du taux des avions sur Roissy fait que la pollution ne peut qu'augmenter. Je ne suis pas compétent, je vous donne ce que dit quelqu'un de compétent. Voilà, donc quand on est aussi dans la vision sympathique de tous les maires de France, voitures électriques, etc., il faut quand même remettre ça dans un ensemble et voir où sont les priorités. Et la vitesse, je termine sur un dernier point. Je relisais en venant ici le chapitre sur Strasbourg de mon ami Jacques Donzelot, qui La France des cités, où il prend, je les ai pas notés, je les sais pas par cœur, 4 cités ici. Et donc il ironise un peu, c'est un peu facile, sur le tramway. Il dit, on sait bien de faire rentrer la ville là où elle n'allait pas. Le problème, c'est que ceux qui sont dans la ville où on n'allait pas aillent dans la ville. Il faut qu'il y ait un double mouvement. Voilà, c'est-à-dire ça l'amène à distinguer ce qu'il appelle le capital spatial. Vous pouvez désenclaver. Aujourd'hui, partout en Amérique latine, vous mettrez du métrocable et des quartiers, des favelas entières désenclavés avec les œufs qui sont inventés, qui sont construits à Grenoble ou en Suisse de manière remarquable. Et quand vous avez du capital spatial, vous pouvez enfin sortir de votre enfermement. Ça ne donne pas nécessairement du capital social, à commencer par le travail, etc. Voilà. L'ironie est un peu facile de Donzelot, mais je fais volontairement sans connaître Strasbourg, donc aucun jugement de valeur, c'est de dire, c'est très bien de désenclaver, le problème c'est que désenclaver le spatial doit aussi faire en sorte de dynamiser le social, pour parler comme ça. J'en viens maintenant, voilà, c'était des réflexions sur mobilité, caractéristiques de mobilisation. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une bonne mobilité qui fonctionnerait partout. Il y a de la mobilité partout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment elle se... On va y arriver là. Les scénarios de la mondialisation. Je vais les évoquer à partir deux notions, il ne reste pas trop de temps, qui est celle de limite. Qu'est-ce que c'était que la ville européenne à la fin du Moyen-Âge? Celle qui est faite par les universitaires et les commerçants, celle dont parle l'historien Jacques Le Goff, que j'ai évoqué, grand historien, qui est celle de l'émancipation communale, ne l'oubliez pas, c'est pas n'importe quoi. Nos communes sortent de là.
C'est une ville qui est marquée par des enceintes, par une limite, mais les enceintes marquent des limites intégratives. Je marque une différence, ce qui est une frontière de certaine manière, pour intégrer, non pas pour me séparer. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire d'un mot, je voudrais donner des exemples un peu vite. J'ai décrit ça dans mon bouquin en long, en large, en donnant des exemples. Soit nous avons des logiques de limitation, séparation, soit nous avons des logiques d'illimitation, donc d'extension définie. Donc la métropole, elle va être prise là un peu. Sur la métropole, ça va être un instrument pour limiter. C'est-à-dire qu'on va faire la bonne métropole dans un territoire un peu incertain, dont on ne connaît pas les limites. On aura un espace dit métropolitain, qui sera l'espace compétitif, qui sera l'espace solide, qui sera, on pourrait dire, le hub, qui sera un petit Dubaï à l'intérieur de ma métropole. Soit on a je ferai très vite là-dessus, des logiques d'illimitation. Pour le dire autrement, soit vous avez des logiques aujourd'hui partout de décontextualisation. C'est Dubaï, c'est Singapour, c'est des villes insulaires, c'est pas pour rien, c'est des îles, c'est-à-dire c'est des zones qui se constituent en dehors d'un contexte. C'est des zones fermées, c'est ce qu'on a appelé, je n'ai pas le temps d'y revenir, la ville globale. C'est une expression de Madame Sassen, grande sociologue. La vie globale, c'est une ville interconnectée avec les autres villes globales, mais qui ne se préoccupe pas de son environnement. Elle a juste besoin d'immigrer. Vous pouvez comprendre ce que c'est qu'une ville globale. Vous voyez bien tous les scandales de la FIFA, tout ce qui se passe à Doha et tout le baratin. Vous avez la ville globalisée qui fera son championnat du monde, et vous avez tous les travailleurs immigrés qui vivent en crevé, en bordure. Et c'est deux mondes totalement séparés. Reste que moi, je travaille quand même pour la ville de l'intérieur. Et vous avez une séparation. Je vais prendre juste très vite, je fais que les décliner. La ville globalisée modèle aujourd'hui, c'est effectivement Dubaï ou Singapour. En Chine aujourd'hui, Singapour est le modèle. Je rappelle les trois mots de Singapour. Ville très très intéressante par ailleurs. Global, vert, connecté. Mot de Lee Kuan Yew qui vient de mourir. Global, vert, connecté. Vous voyez bien qu'il manque un mot, c'est démocratique. Ben oui, mais là on est au centre du débat. Parce que c'est une ville qui, pour beaucoup de gens, fait modèle. Même ici. Même pour... les maires adorent aller se promener dans ces villes-là, je peux vous dire. En plus, on est tranquille, on n'est pas agressé, il n'y a pas de problème. Bon, global, vert, connecté. Donc vous avez là, typiquement, une limite de séparation. C'est des villes généralement hub, c'est des villes qui sont des villes qui regroupent tout ce qu'on appelle des hyperlieux, Michel Dussault, des hyperlieux, c'est-à-dire des connecteurs. Ça peut être les grands hôtels, les aéroports, le port, une marina, les marinas, les parcs d'attractions, espaces de loisirs, malls, vous avez tout. Ça n'empêche pas, si moi je suis propriétaire de tout ça, de vivre dans le désert par ailleurs. C'est un autre débat qu'il faut prendre comme dans ma bouche, pas culturaliste du tout, c'est la vraie question. Si vous pouvez avoir une disjonction entre la globalisation et un local replié sur lui-même. Très important à comprendre, c'est ça, c'est ce qui se joue, même sur le plan économique aujourd'hui, dans beaucoup de choses qui sont faites par nos gouvernements. Donc vous avez la ville décontextualisée, qui est un modèle. J'ai pris des villes insulaires, mais ce modèle-là, je peux le trouver ailleurs. Moi, la ville où j'ai la chance d'aller tous les ans, et que j'adore plus qu'au monde, c'est le Caire. Vous avez un projet au Caire pour 2050, ça ne se fera pas à mon avis, Dubaï sur le Nil. C'est-à-dire, le problème, c'est pas de faire du Caire une métropole, c'est de faire un petit Dubaï à l'intérieur du Caire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de projets aujourd'hui, c'est le cas au Kazakhstan, Astana, c'est le cas en Azerbaïdjan, avec beaucoup d'argent. C'est des gens, il y a beaucoup d'argent là-bas. Il y a beaucoup d'agences françaises, architectes, urbanistes qui travaillent là-bas. Parce qu'effectivement, il y a de l'argent. Vous avez là, effectivement, des pôles complètement autonomisés au sein d'un espace en extension, là où arrivent les migrants de partout, mais qui sont déconnectés. J'insiste là-dessus, déconnexion, décontextualisation de la ville globale qui en même temps elle est liée à toutes les autres villes globales, globalisées, je ne rentre pas dans le détail. Les villes illimitées, je suis très rapide par manque de temps, j'aurais tendance c'est l'exemple que je prends, il y a ce que j'appelle la ville nomade, qui est la ville américaine, ce n'est pas les villes de la façade est, New York, l'Amérique c'est pas New York et Boston, l'Amérique c'est Middle West si vous voulez comprendre, c'est les grandes villes de l'intérieur, c'est des villes où les gens sont des migrants de l'intérieur. Et là aussi, on est dans un autre cadre. Les États-Unis, c'est un continent, c'est comme le Brésil, c'est comme la Chine. Les comparaisons, c'est très difficile. Vous voyez, à la fois, je prends des exemples où j'ai la Chine, 1 milliard d'habitants, je ne sais pas le nombre de kilomètres carrés,
Et je parle de petits espaces comme je n'ai pas parlé de Doha encore, mais les petits Émirats, hein, qui sont très très importants à prendre en compte aujourd'hui, parce que c'est là où il y a beaucoup de modèles architecturaux qui se mettent en place, et où beaucoup de nos architectes d'ailleurs vont puiser. Après, moi ce que j'appelle la ville nomade, donc c'est la ville américaine. Après il y a la ville pieuvre, qui est très intéressant, très étudiée par les sociologues, anthropologues, je fais que les évoquer. Il y aurait 40 cas, ça vous intéresse, c'est Kinshasa, Le Caire, Johannesburg, qui sont des villes. Vous avez une ville comme Kinshasa, il y a un film, magnifique monographie d'un Belge sur Kinshasa. C'est une ville théâtralisée comme aucune ville au monde. Les gens n'habitent pas dans du dur, mais ils vivent sur une grande scène de théâtre. C'est une ville où il y a on appelle ça l'architecture du verbe, c'est-à-dire, une fois de plus, comme vous diriez, Agnès, ils ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr, s'ils pouvaient loger quelque part, ils logeraient. Mais c'est des villes très théâtralisées, et un imaginaire, excusez-moi, d'autant plus fort qu'il n'y a pas d'inscription territoriale. Très important pour comprendre la question du théâtre, de l'imaginaire, qui sont les questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, je suis très rapide, les villes limitation, j'ai parlé déjà de la ville décontextualisée, ville globalisée. C'est les comités résidentiels, ghetto de riches, ghetto de pauvres, quartiers informels, etc. C'est très important, parler de Khartoum où j'étais il n'y a pas peu de temps, vous avez un ghetto de riches qui se constitue au milieu de bidonvilles dans la périphérie de Khartoum. Hein. C'est le petit Dubaï, tout petit, il est là, il se met en place, communauté résidentielle. Il ne faut pas pour autant dire que toutes les communautés résidentielles sont des gated communities, c'est-à-dire uniquement liées à la sécurité. La plupart du temps, les Américains sont moins des individualistes qu'on croit, c'est des gens qui se regroupent en fonction d'affinités communautaires. Je suis joueur de golf, je vais aller dans la communauté des joueurs de golf. J'aime faire du bridge, je vais aller dans la, etc., etc. Très important de comprendre ça, c'est qu'il y a une mobilité qui est aussi liée à une démarche communautaire. Hein. Dernier point qui mettait en accent la question du récit. J'insiste sur le problème de ce que j'appelle la ville vitrine, c'est-à-dire c'est la ville qui effectivement donne une image uniquement de communication pour l'extérieur. Je rappelle que Barcelone, il y avait un changement de maire, mais c'est en train de bouger à nouveau. Barcelone est une ville qui pendant longtemps a eu une politique culturelle, le maire vient de sauter de nouveau, qui avait changé, qui ne s'adressait pas aux touristes. C'est une ville qui partait du principe que le Français moyen était capable de trouver le musée Picasso tout seul sans qu'on lui amène avec 45 panneaux. Hein, très important aussi, parce que les flux touristiques, je ne les ai pas évoqués, ça fait partie des flux. Une ville comme Paris était en train de s'effondrer, comme d'autres villes, sous le poids du tourisme, c'est une évidence. Après, il y a la ville historique, Strasbourg en fait plus partie. Bon. Et je terminerai sur les métropoles pour finir vraiment. La ville vitrine, c'est très important, ville communication. Il y a tout un débat, vous devez peut-être connaître, je ne fais que l'évoquer, qui fait ravage partout en Amérique latine. C'est sur la ville et partout, ici aussi. La ville créative. Je ne dirais pas de mal du maire du Havre, je n'ai pas un imbécile. Vous avez, quand vous allez aujourd'hui au Havre, dans les hôtels, vous avez un truc sur le Havre, ville créative. J'espère que Strasbourg n'est pas ville créative, non? Pas encore. Bon. Ce que vous avez à Sao Paulo, ce que vous pouvez comprendre, le Havre, c'est moins de 100 000 habitants, je crois. Sao Paulo, c'est 25 millions. Qu'est-ce que c'est qu'une ville créative? C'est une ville, ça vient d'un sociologue qui s'appelle Florida, qui est organisée autour des 3 T. Les 3 T, ça vous fera comprendre que c'est aussi que la ville est un peu globalisée. C'est le niveau technologique, nombre de brevets que vous décernez par an, les talents, le nombre comme on dit maintenant, LMD, hein, Bac plus 5. Ensuite, c'est tolérance. Tolérance, c'est 3 notions. Cosmopolitisme, protection des minorités et présence des artistes, etc. Cosmopolitisme, si je regarde Paris, qui est ma ville, on ne serait pas dans une ville créative. Donc ça m'amène à ne pas faire trop une critique de la ville créative, voyez-vous. Alors je la critique. Tolérance, c'est les minorités. Les 2 grandes villes qui accueillent les homosexuels, c'est Sao Paulo et Montréal. Hein, Paris, bon, c'est pas encore là. Les artistes, ça c'est un vrai débat. On retrouve le débat, c'est qui porte l'imaginaire de quoi? De plus en plus, on parlait souvent avec le maire Gérard Collomb de Lyon, qui s'occupe de représenter l'imaginaire. De plus en plus, on a affaire à des... Je n'ai rien contre les artistes, au contraire. Mais est-ce que c'est à l'artiste de porter l'imaginaire de la ville ou de révéler l'imaginaire de la ville des habitants? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vraie réflexion. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils appellent la présence des populations bohèmes artistes qui ont généralement pour but aussi de gentrifier des quartiers. Vous
savez, vous devez connaître un peu cette littérature-là. Mais là, on a dans ce débat sur la ville créative qui est centrale partout, vous le trouvez partout. Florida, il fait le tour du monde des villes. La question de la tolérance est là, vous voyez, centrale. Hein. Il n'est pas sûr qu'on soit dans un pays, je parle en parisien moi, où cette question de la tolérance soit la plus forte du monde. J'en profite aussi pour dire sur les artistes, l'économiste des territoires, Laurent Davezy, me rappelait récemment, que ça c'est intéressant, que 75%, sinon 80% des intermittents du spectacle sont en région parisienne. Il n'y a pas un mot contre ces gens-là, au contraire. Et c'est très intéressant de voir, vous voyez, la difficulté. On va parler métropolisation, vous voyez bien qu'il y a encore une polarisation extrêmement forte. J'en ai pour finir en moins de 10 minutes sur la métropole, je serai très rapide. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a dit, éclatement, quartier, etc., le problème de la métropole aujourd'hui, c'est, quelle qu'elle soit, une fois de plus avec des singularités, Strasbourg n'est pas Marseille, qui est une ville cosmopolite. Le problème, c'est que la métropole, elle est là, je dirais, dans un premier temps, pour répondre à un certain nombre des problèmes qu'on trouve un peu partout dans le monde, mais vécus chez nous avec beaucoup moins de dureté, de répondre à un certain nombre de ces problèmes. Donc c'est plutôt un symptôme. Il y a 5 ans, on le rappelle dans une discussion précédente, enfin moi, me semble-t-il, je suis un peu à l'extérieur, j'entendais pas les professionnels parler de métropole. C'est le Grand Paris qui a lancé la machine métropole. Les gens d'avant-garde, comme Anne Ponce, mais non, on ne parlait pas de métropole. Quand Lusso s'est mis à parler de métropolisation dans le rapport sur la data, ça a chauffé quand même, c'était pas tenable quelque part. Enfin, moi je m'en fiche, ce qui est intéressant c'est de prendre la métropole comme un symptôme, et de savoir comment construire la métropole. Elle s'instrume au fond d'un éclatement du territoire, extension-éclatement, d'une injustice sociale, si on veut bien tenir en compte, ce que j'ai dit, des inégalités, du problème, effectivement, des connexions, donc des transports, et des problèmes de l'imaginaire, on va le retrouver, donc du culturel. Je vais répondre à chaque fois. Vous avez un petit livre remarquable qui s'appelle « L'avantage métropolitain », dont je ne retrouve pas le nom de l'auteur, il s'appelle Albert, mais je n'ai pas le prénom, qui est remarquable pour comprendre en quoi, là, moi je ne suis pas économiste, en quoi, hein, oui voilà, Ludovic Albert, sa petite collection des puffs sur la ville que dirige Donzelot, il montre comment il y a un type de territoire en interconnexion où le virtuel joue un rôle très important, qui est un territoire qui peut produire des avantages sur le plan économique. Il essaie de le décrire. Vous ne trouvez pas ça partout. Là-dessus, il ne se contente pas de dire l'avantage métropolitain, ça fait de la métropole une ville compétitive. Vive la métropole compétitive, ce qui est le cas de beaucoup de gens. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là et dire au fond, Strasbourg, votre métropole, elle doit vous remettre, surtout vous êtes bien situé, elle vous remettre un peu dans l'espace marchand un peu actif et dynamique. L'espace métropolitain, après, il a pour but de recoudre des territoires qui sont disjoints. C'est le problème des cités, mais pas uniquement des cités. Le problème, c'est jusqu'où va ce territoire, etc. Ce territoire, il est nécessairement mouvant. Ça, je suis d'accord avec Anne Ponce là-dessus. Reste qu'on ne peut pas se contenter de dire tout le temps, il est mouvant. Il va bien falloir quand même aussi voir quels sont en tout cas les types de territoires qui vont être connectés à cette métropole. Donc on a un deuxième point qui est quand même, qui fait polémique aujourd'hui, qui est la couture sociale que rend possible la métropole. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une polémique en France assez importante, autour d'un livre très discuté, je ne rentre pas là-dessus, et les fractures géographiques. L'auteur s'appelle Guilly, il y en a d'autres, qui dit la métropole, c'est le monde des riches, le reste, c'est ceux qui sont exclus à août, etc. Je ne rentre pas dans ce débat, mais c'est pour dire qu'on peut avoir une vision de la métropole extrêmement négative, hein, comme étant ceux, effectivement, et c'est quand même, je pense, majoritairement le cas, comme étant ceux, effectivement, qui sont dans la réussite économique du fait qu'ils sont globalisés. La métropole, bien entendu, j'ai insisté plusieurs fois, je ne vais pas en rajouter, c'est ce qui est capable, tramway ou pas tramway, c'est de produire de l'interconnectivité. Transport, etc. Vous l'avez en partie. Se pose la question, je n'y reviens pas, des vitesses. Question avion. La question avion low cost va se poser de plus en plus vite. Il faut quand même voir les chiffres, la croissance de ces compagnies. C'est une chose d'incroyable. Vous avez un train rapide maintenant, peut-être, mais bon. Mobilité, on peut revenir dans la discussion. J'insiste peut-être plus sur
le rôle culturel dans un sens multiple. Premier sens, la métropole doit être, par rapport à un monde de flux, un espace que je qualifierais, avec l'économiste qui est le patron de Paris-Saclay maintenant, Pierre Weltz, qui a beaucoup travaillé sur métropole et territoire. C'est lui qui a été, quelqu'un comme moi, on n'aurait pas travaillé sur ces choses-là s'il n'avait pas été là. Il nous a fait comprendre la mondialisation, il nous a fait comprendre le rôle des métropoles. Lui, il travaillait sur le travail. Donc il a bien compris pourquoi la réorganisation du travail exigeait d'avoir un autre type de réorganisation des territoires et de l'espace. Lui, il dit de manière après plus intéressante, il dit un espace métropolitain, c'est un espace de décélération des flux. Les flux, ils sont, vous l'avez vu, en rapidité, en nervosité, ils n'ont pas de choix, c'est les marchés qui vont de plus en plus vite, vous le savez mieux que moi, les marchés financiers incontrôlables, au, je sais pas quoi, au centième de millième de quart de seconde. Bon. Et qu'est-ce qui, donc, ce qui doit être décéléré, c'est ce qui prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps? Trois choses, je les évoquais tout à l'heure dans un autre cadre. Le savoir, on retrouve la question de l'université et du savoir, de tous les espaces éducatifs et de savoir, de tous les espaces de transmission. Donc on a, avec cette thématique, quelque chose de très important. Hein, la métropole, elle doit repenser. Moi, je faisais partie à la ville de Paris d'équipes qui ils ont découvert, excusez-moi de dire du mal de Paris, je cite personne, ils ont découvert l'université en 2008 avec Sarkozy le Grand Paris. On démarre avec Clouche, l'architecte, sur l'idée que le Grand Paris universitaire, ce sera, je disais tout à l'heure, ce sera le quartier Sorbonne. Pour eux, l'université, c'était toujours le quartier de la Sorbonne. GQL, voilà, grand quartier, GQL, grand quartier Luxembourg, un truc comme ça. On leur a montré une carte, montré que les étudiants, il n'y en avait plus un, il n'y avait plus que des boîtes de fringues, etc. Qu'ils étaient tous vers la Bastille, vers République, et qu'il y a plein d'universités en dehors du Paris-Centre. Grande découverte. Hein. C'est pour dire, je ne fais pas de polémique, mais ça m'amuse, en plus je suis un peu à l'extérieur, donc c'est facile, mais on touche là du réel très fort, avec un retard monstrueux. Hein. Je donnais l'exemple tout à l'heure quand même de cellules sud-américaines qui se réorganisent autour de l'université. C'est anecdotique, j'ai un copain qui j'ai fait philo à la Sorbonne, je le retrouve à Barranquilla, c'est pour ça que je connais bien la Colombie, ville de Garcia Marquez, hein, c'est la ville de l'écrivain Garcia, belle ville colombienne, très dure en termes de violence. Lui, étudiant en philo, vous vous rendez compte, pour vous étudiant en philo, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique latine? Il crée une université, une lettre d'une chambre de commerce, 300 étudiants au début, 3000, 30 000 aujourd'hui, il a créé un hôpital. Imaginez en France que nous ayons des parcours universitaires qui nous amènent à créer des hôpitaux et des universités. On est dans un type bien entendu, on est dans le privé qui a besoin de créer du public. Nous, on est dans du public qui ne sait plus quoi trop faire, etc., ou qui aussi se lie beaucoup avec le privé. Donc, premier point, l'université, décélération. Deuxième point, très important, la mémoire. La mémoire prend du temps. Hier, on a mis des gens au Panthéon. Le patrimoine, très important. Patrimoine, j'en discute pas. Moi, je fais partie des gens inquiets de la surpatrimonialisation à la française, qui est intenable, me semble-t-il. Donc là, ça serait une vraie question aussi pour les métropoles. Il ne s'agit pas de tout patrimonialiser. Je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui prend du temps aussi? Dernier point, la solidarité. Ce qu'on appelait l'État-providence, ce qu'on appelait l'État social. Et là, ce qui est très intéressant, je n'aurais pas dit sans la discussion de la fin d'après-midi tout à l'heure, on voit très bien que la métropole, d'une certaine manière, elle a pour rôle, si on garde nos traditions, je dirais européennes et françaises, elle a pour rôle de recréer l'équivalent d'un État social qu'on avait créé au XIXe siècle à travers l'urbanisme, au niveau d'un territoire qui n'est plus celui de la ville traditionnelle. Donc la métropole, elle a un impératif de solidarité, elle a un impératif économique, elle a un impératif de solidarité sociale aussi, très important, mais qui n'est pas celui de l'État social à la française que l'on a fait à partir des villes. La métropole, elle doit repenser les conditions de la solidarité dans un contexte qui n'est plus le contexte national du XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que la nation doit disparaître, hein, c'est pas ça que je dis. Je vais terminer très vite. Je ne peux pas m'empêcher, c'est mon côté école du paysage, de dire qu'il n'y a pas d'espace qui ne soit pas porté par du paysage, par un grand paysage, par de l'identité qui passe par du sensible. Je ne connais pas assez Strasbourg. Je dis qu'une chose pour faire comprendre le problème, hein, ce qu'on appelle le grand paysage. On a perdu un très grand paysagiste qui s'appelait Michel Courajou, je ne sais pas s'il a travaillé ici.
Moi, j'ai animé le colloque il y a 15 jours à l'école du paysage sur lui, très grand monsieur, qui disait hier, on refait toujours l'urbain par l'extérieur. La métropole, il faut remonter de l'extérieur. Hein. C'est pas à partir du centre, surtout pas. Et le grand paysage, c'est quoi? Je donne que l'exemple. Le Grand Paris, il y a eu l'Expo. Vous savez, quand même 350 000 personnes, les gens n'ont rien compris à l'époque, métropole. Peut-être pas plus aujourd'hui, je ne dis pas que je vous aurais mieux fait comprendre. Mais ils ont retenu qu'une chose, le grand paysage. C'est l'idée d'Antoine Grimbach, qui était l'idée du grand paysage à travers la Seine, l'axe Seine, Paris, Le Havre, à travers la Seine. Quiconque habite Paris sait très bien que tous les matins, même si on n'habite pas au-dessus des Tuileries, les mouettes du Havre, quand il fait froid, sont là. Hein. Donc le Havre, c'est à peine à 100 km. Donc vous avez une proximité de la mer finalement à Paris. Et les Parisiens ont très bien compris ce que ça voulait dire. C'est un espace sensible. Cet espace sensible, vous l'avez certainement ici. Comment le qualifier, j'en sais rien. En tout cas, le projet Grimbach sur le Grand Paris, là-dessus, il n'a pas été retenu du tout, mais il a été très valorisé. Il faudrait aussi que je valorise, mais je n'ai pas le temps, j'ai déjà trop été long. Sur les espaces publics, parce que moi j'ai appris à reconsidérer les espaces publics en Amérique latine, pays où il n'y a pas souvent d'espaces publics, où il faut les créer. Ce n'est pas l'État qui décrète à partir de son esprit public ce qu'est l'espace public. Hein, au risque de choquer, mais je le dis toujours, la loi sur le voile intégral pose des très gros problèmes. Je ne suis pas, comme tout le monde ici, pour que le problème n'est pas le débat. On a appliqué à la rue, qui est le dernier espace mixte de l'espace, excusez-moi l'expression, de merdouillage, hein, donc de confusion, de bricolage. On a appliqué la loi des établissements publics sur la rue. La rue n'est pas un établissement public. Hein. C'est un truc fondamental. Et ça, toute l'élite française, architecturale ou autre, souvent, Corbusier détestait la rue, hein, c'est pas pour rien. On a à reconquérir de l'espace public qui est du vide. Un espace public, c'est quelque chose qui s'est vidé de tout, c'est peut-être des scories. Les espaces publics, on les a vus ressortir dans des mouvements pré-démocratiques, hein, mesdames, vous êtes peut-être sensibles, sûrement sensibles. Pour moi, je connais bien le Caire, le moment de la place Tahrir est fondamental. La place Tahrir, c'est le moment où ça s'est vidé des deux formes de pouvoir, militaire et religieux, qui sont revenus. Le mouvement de Hong Kong est fondamental. Ce sont des mouvements très démocratiques. Mais vous voyez qu'il se passe dans un espace vide, c'est l'agora des Grecs qui revient. C'est très fascinant. Il n'y a aucune jonction avec l'État, etc. Mais il faut quand même défendre. Alors, c'est quoi faire de l'espace public? Moi, je connais, j'ai écrit dessus dans mon livre, un très grand architecte qui était chez Corbusier, donc il a compris ce qu'il fallait éviter de faire quand il est revenu chez lui en Amérique latine. Il s'appelle Salmona. Il a fait 50 espaces publics à Bogota. Si vous voulez y aller, je vous dirai comment organiser le voyage, parce qu'il y a sa veuve qui organise. Donc, par exemple, je donnerai cet exemple, une bibliothèque qui s'appelle Bibliothèque Virgilio Barco. On est à Bogota, 9 millions d'habitants, ville polluée, 2500 mètres. Hein. Vous diriez, ah ben il a fait un beaubourg là-bas, bon très bien, non pas du tout, il a creusé un espace public, il a fait un parc. Donc vous êtes là, vous voyez les Andes, vous voyez l'horizon, la ligne d'horizon, le grand paysage. Vous êtes des photos là-dedans si vous voulez les voir après. Vous avez une ligne d'horizon, vous êtes à 2000, vous ne voyez que les Andes. Vous êtes dans votre paysage, une ville dure. Hein. Après il fait sa bibliothèque, espace d'accueil. Qu'est-ce que lui avait demandé le maire? C'était avant la révolution numérique. Vous me faites une bibliothèque pour des gens qui ne savent pas lire. Donc il travaille sur quoi? On retrouve connexion accès. Il travaille sur toutes les formes d'accès. J'aurais dû amener des photos, mais je ne l'ai pas fait, je suis trop bavard. Si en plus il y avait des photos. Bon. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut repenser tout à fait autrement les espaces publics. Et ça, c'est un gros boulot qu'on a dans. Autre exemple, je donnais tout à l'heure aussi Brasilia, la gare centrale. Vous avez une gare centrale où il n'y a pas, comme Gare du Nord, du franchisé. Vous avez tous les espaces sociaux possibles. Dans une métropole, j'aimerais bien les trouver. Je me dirais, tiens, le monde a changé. On n'est plus dans une ville-État à la française. Hein, c'est-à-dire, vous avez stand pour femmes battues, accès, stand sécu social, bibliothèque, médiathèque, espace de lecture, etc. pour les mômes, crèche et tout. Il faut l'inventer, ça. Il faut l'inventer. Il y a des choses très simples à inventer. Gare de Lille, moi j'ai compris ce qu'était la simplicité d'un geste architectural. Vous avez un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est une enclave entre 4 quartiers. Il y a un archi un jour qui est venu, il a dit, ah, vous savez, on va faire, c'est très à la mode maintenant, mais il faut le faire, une rue traversante. Ça a tout changé. Les gens du quartier passent à travers
l'hôpital, les gens de l'hôpital descendent, il y a un bar, on discute, ça change le rapport à la maladie de ceux qui l'ont pas, de ceux qui sont malades aux gens de l'extérieur. Là, vous avez une espèce de truc social extraordinaire. C'est déjà d'une simplicité incroyable, hein. Pas besoin de faire 20 ans d'architecture. C'est une idée qu'il faut avoir, là, simplement. J'insiste, je n'ai pas le temps, sur la nécessité de repenser l'espace public. Il faut repartir des connexions, de l'accès aux connexions, c'est ça les métropoles. Et après, il faut les solidariser, comme je l'ai dit, les rendre plus justes, et après, c'est recréer des espaces publics tous azimuts, et sortir de l'idée que l'espace public, c'est le transport, ou le culturel au sens classique, le musée, etc. Il faut quand même réinventer, et ça peut être de l'espace vide simplement, de l'espace simplement vide. Je ne conclurai pas, je dirais que derrière tout ce que j'ai raconté, la question qui est derrière, c'est bien sûr la question de la démocratie. Je ne l'ai pas trop dit, mais moi, si je travaille sur ces questions-là, c'est que la ville a toujours affaire avec la violence. Dans un monde où on a tendance à distinguer la ville violente et la ville non violente, donc à la couper en deux, la ville, c'est un pacificateur. C'est ça qu'ont expliqué les Grecs quand ils ont créé la ville. C'est un pacificateur de violence. C'est pas un éradicateur de violence. On ne l'éradiquera pas. C'est pour ça qu'il y a des quartiers tremplins. C'est pour ça que les gens essaient de... C'est pareil ici. Mais reste qu'on a... Je ne sais pas ce qu'on voit ou on ne voit pas. Je dirais que la violence s'abat aussi sur les villes. Je ne l'ai pas dit, mais je n'insiste pas à l'heure qu'il est. Sur ce qu'on appelle l'urbicide depuis la guerre ex-Yougoslavie. Les villes sont la proie de tous les tyrans. Ça devrait nous faire comprendre que la ville a sûrement des valeurs qui gênent. Voilà. Et dernier point... Bien entendu, vous voyez que dans toute cette réflexion, il y a à bien réfléchir sur la métropole. Elle n'arrive pas à n'importe quel moment, parce que nous allons changer le monde. Ce n'est pas de la correction de l'espace industriel. Il ne s'agit pas de corriger les conneries qu'on a faites sur les cités sociales. Il s'agit d'accompagner ce monde des flux. Mais à l'européenne, c'est possible. Et pas peut-être comme le font d'autres. Donc voilà. Et il y a une école en Italie qui s'appelle les territorialistes, autour de Magnaghi, qui explique bien, ce sera... la fin, vraiment les trois scénarios possibles. Le monde des flux, il est là, vous voulez le capter, vous voulez faire du fric, vous pouvez le capter. Il y a des choix de villes européennes pour ça. Vous pouvez dire, les flux, j'en ai rien à faire, c'est les alternatives, vive la décroissance. Pourquoi pas? Et moi je pense que ces gens, ils doivent être entendus, même dans un contexte métropolitain, ils ont leur place justement. Et 3, il y a, ce qui est la position que je défends, vous voyez bien, derrière Pierre Veltz et d'autres, c'est l'idée... L'idée, c'est, on est dans un univers de flux, il faut créer des territoires qui sont des territoires mobiles, mouvants nécessairement, parce que c'est la mobilité, et c'est quand même des inscriptions territoriales, si mobiles soient-elles, il faut créer des territoires qui permettent de pacifier la violence des flux. J'ai parlé des flux comme ça, comme de personnages abstraits, les flux sont très violents, il ne faut pas se tromper. Nous, on est quand même dans un monde où notre état social n'est pas cassé, attention, ne sont pas dans le déclinisme. Et quand vous revenez du Brésil, endroit où je vais assez souvent et que j'aime bien, les Brésiliens vous disent toute la journée, mais attendez, ne dites pas que nous sommes déjà des couches moyennes, c'est pas parce qu'on consomme qu'on est des couches moyennes. Et une couche moyenne, c'est inventer l'état social. C'est inventer une solidarité sociale. Ce que vous avez fait en Europe au XIXe siècle. Ce que vous êtes en train de casser. Défendez-la parce que si vous la cassez vous, nous on l'aura pas. Donc je dirais la métropole, elle a pour sens de créer une réflexion sur la solidarité, pas dégagée de l'économique, bien entendu, il ne s'agit pas de fermer les yeux, sur la solidarité, dans un contexte qui n'a rien à voir avec la ville classique du XIXe siècle. Je ne dirais pas post-industriel, on n'est pas dans un monde post-industriel. Les industriels se portent très bien chez les émergents. Mais la métropole, l'impératif, c'est la solidarité. Elle a été inventée pour l'État-nation, il faut l'inventer pour ces espaces territoriaux mondialisés et interconnectés que sont les métropoles. Vous réussirez la métropole de Strasbourg, je n'en doute pas, M. Herman, mais voilà un impératif possible.